Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, distinguer le vrai du faux n'est pas toujours chose aisée. Ouvrez l'œil, on vous présente le musée de la contrefaçon. Créateur d'objets et amoureux de Paris, Marin Montagu nous transporte dans un voyage onirique au sein de la capitale. Le directeur artistique Peter Mullier marche dans les pas du fondateur de la maison Alaya et met la sophistication à l'honneur. Les doigts se parent d'animaux fantastiques et de motifs floraux avec les créations de la joaillière Fusako. Et avant de rencontrer le créateur Marin Montagu, tout de suite pépite. Celui qui tissa un lien étroit entre mode et art, c'est sans doute Yves Saint Laurent et ses incontournables robes Mondrian. C'est d'ailleurs très tôt que tout commence pour le créateur. Alors qu'il fait ses études à Paris, il est remarqué par Christian Dior qui l'embauche comme assistant en 1955. 2 ans plus tard, à la suite du décès soudain de ce dernier, Saint Laurent devient directeur artistique de la maison. Il n'a alors que 21 ans. Sa première collection, la ligne Trapèze, est acclamée par la critique et le public, affirmant alors aux yeux du monde le talent du créateur. Mais dans les années 60, Yves Saint Laurent est appelé à faire son service militaire en Algérie. À son retour, il est profondément marqué par la guerre et sera hospitalisé pour dépression. Licencié de son poste chez Dior, il rebondit cependant. En 1962, il crée avec son acolyte Pierre Berger sa propre maison de couture. Très vite, Saint Laurent insuffle un véritable vent de modernité à la mode. Il veut la faire bouger, la rendre moins rigide. Et c'est au fil de ses lectures qu'il va trouver une source d'inspiration qui marquera à jamais l'histoire de la création, l'artiste Piet Mondrian. Il réalise alors 26 modèles de robes courtes et épurées, ornées des motifs du peintre hollandais. Il élargit les frontières de la créativité dans la couture en intégrant la peinture dans le vêtement de luxe. Plus qu'un simple défilé, Saint Laurent nous montre ici que de la porosité entre les arts peut naître la magie. À travers plus de 400 objets, le musée de la contrefaçon présente le faux et remet sur le devant de la scène le vrai. C'est tous au musée. Il y a contrefaçon dès qu'il y a un risque de confusion pour un acheteur d'une attention moyenne. Au musée de la contrefaçon, vous pouvez trouver tout type de produits. Ça va des produits de luxe aux produits sportswear, vous avez aussi des produits alimentaires, vous avez des jouets. Vraiment, tous les produits sont copiés. C'est un musée qui est très éducatif et qui sensibilise les consommateurs aux conséquences de la contrefaçon. Destiné normalement à être détruit, le musée de la contrefaçon, créé en 1951, est le seul musée au monde à présenter au public 400 produits contrefaisants qui proviennent des différentes saisies des douanes françaises et internationales. La toute première contrefaçon retrouvée remonte à l'Antiquité. Elle a été découverte au fond de la mer Baltique par le commandant Cousteau. Alors là, vous avez par exemple le plus vieil objet que nous avons au musée de la contrefaçon, qui est une amphore romaine. Donc dès l'Antiquité, en fait, les contrefacteurs remplaçaient des produits chers qui étaient mis dans les amphores de l'huile ou du vin par de l'eau. Et donc, ils copiaient les bouchons d'amphore pour arnaquer les consommateurs. Et avec les millions de saisies de douane chaque année, on pourrait penser que les bijoux, sacs ou autres accessoires de luxe sont les objets les plus imités, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit en fait des produits d'hygiène. Là, par exemple, vous avez une vitrine où vous avez des produits d'hygiène, du déodorant, du savon, des rasoirs. Vous imaginez bien que le contrefacteur, il fait l'économie de l'antibactérien, de l'anti-allergène, que les produits utilisés sont en général pas de bonne qualité. Et puis, vous avez même sur les parfums de l'urine animale qui est utilisée comme conservateur dans 99% des faux parfums. Au-delà de la question de l'illégalité, le musée de la contrefaçon tient également à montrer à ses visiteurs que certains faux produits peuvent avoir des répercussions directes sur leur santé. Ce qui est le plus choquant dans les produits d'hygiène, c'est que les produits ne respectent pas les normes. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des produits dangereux, des produits qui peuvent provoquer des allergies, des produits également qui peuvent vous provoquer même des maladies de peau.
La contrefaçon s'impose également dans le monde de l'art. Le musée présente quelques-uns de ses spécimens. Des tableaux de Matisse aux sculptures de Rodin, l'illusion est parfois saisissante. Là, vous avez un tableau qui semble être un Matisse. Vous voyez les codes couleurs, les poissons. Et l'anecdote, c'est que ce tableau a été retrouvé dans un grenier. Les héritiers ont pensé que c'était un vrai Matisse. Et malheureusement, lors de l'expertise, il a été indiqué que c'était une contrefaçon. Une simple contrefaçon réalisée par son propriétaire lui-même, passionné de peinture, qui cherchait peut-être uniquement à s'adonner à sa passion. Si le cœur vous en dit, il est possible de mettre à profit vos talents artistiques en toute légalité. On a le droit de faire des reproductions à partir du moment où la reproduction a une taille inférieure ou supérieure de 25% de l'œuvre originale. Mais les faussaires l'ont bien compris, reproduire une œuvre d'un grand artiste peut valoir beaucoup d'argent. Alors certains ont décidé de copier ces toiles de grands maîtres avec une parfaite maîtrise. Bien sûr, il y a aussi des contrefacteurs qui essayent de faire passer leurs produits pour des authentiques, pour les vendre très cher. C'est le cas par exemple de l'homme à la pipe de Vlaminck, dont le faussaire d'ailleurs est toujours en instruction et vivant. De nombreuses expertises ont été faites sur ce tableau et personne n'était en mesure de voir qu'il s'agissait en fait d'un faux. Jusqu'au jour où un spécialiste décide d'utiliser des lampes UV permettant d'aller au-delà de ce qu'on pouvait percevoir à l'œil nu. Les contrefacteurs sont non seulement très intelligents, mais utilisent des procédés de plus en plus techniques et technologiques, ce qui fait que les œuvres, les fausses œuvres, sont de mieux en mieux reproduites. Il a fallu aussi s'adapter à ce marché et donc il a fallu vraiment que les experts aussi développent avec un certain nombre de start-up des moyens technologiques pour vraiment faire la différence entre les vraies œuvres des fausses œuvres. Au musée, les visiteurs n'auront plus qu'à tenter de déjouer eux-mêmes les méthodes des faussaires et parvenir à discerner les modèles authentiques de leurs imitations. Pas facile pourtant, mais il existe tout de même quelques techniques pour ne pas se laisser duper. Entre collaboration avec des artisans et création personnelle à l'aquarelle, Marin Montagu retranscrit toute la poésie de la capitale et bien plus encore. Bonjour Marin. Bonjour. Marin, vous êtes un créateur protéiforme, vous vous exprimez aussi bien sur le verre, le textile, la céramique, le papier. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit avec un père antiquaire, une grand-mère et une maman artiste. Et vous, cette envie de découvrir, c'est ça? Oui, j'ai baigné un peu dans cet univers d'objets, de fantaisie et d'histoire aussi sur chaque objet, chaque élément, sur des décors aussi, des décors particuliers. Et une grand-mère qui m'a appris à peindre. Et donc, j'ai un peu mélangé tout ça à ma sauce et j'en ai fait ce qu'on peut trouver là aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez 19 ans. C'était un coup de foudre. Et Paris était et reste toujours une source d'inspiration pour vous incroyable. Oui, c'est vrai que je venais du sud de la France et j'avais envie de choisir l'endroit, la ville dans laquelle j'allais m'épanouir. Et Paris, ça a été un peu une carte postale vivante. Je m'émerveillais absolument de tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 20 ans après, je m'émerveille encore de tout ça. Mélange hétéroclite d'objets chinés et de créations dessinées et peintes à la main, la boutique de Marin Montagu nous plonge dans un Paris d'antan, cher à l'artiste. Situé rive gauche, au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, cet univers poétique et joyeux aux allures de droguerie célèbre ses deux passions. Celle qu'il voue aux objets du quotidien et celle qui voue à la capitale, source éternelle d'inspiration. J'aime bien créer des souvenirs de Paris de bon goût comme on faisait à l'époque en fait. En 1900, durant les expositions universelles, c'était des souvenirs de Paris qu'on gardait toute une vie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets en plastique qu'on peut trouver sur Paris. Et moi, ça me fait plaisir de faire des objets qu'on va exposer, qu'on va garder, qu'on va léguer aussi dans le temps et qui vont durer dans le temps. Avant de rejoindre les étagères et les présentoirs d'époque, ces précieux souvenirs prennent forme dans l'esprit de Marin lors de ses flâneries parisiennes.
L'artiste les dessine ensuite à l'aquarelle, dans le calme et la volupté des bonnes adresses dont il a le secret, comme ici dans les salons de l'hôtel de l'Abbaye, où l'artiste perfectionne les planches d'un jeu de tarot, souvenir de son enfance. Ma grand-mère me tirait les cartes depuis tout petit, elle me tirait les tarots de Marseille. Donc mon rêve depuis très longtemps, c'était de faire mon propre jeu de Marseille, de le dessiner. Les gravures 19e m'inspirent beaucoup parce que j'en chine énormément dans les brocantes que je fais dans les marchés aux puces. Et j'aime cette idée qu'à l'époque, en fait, on imprimait le trait noir sur blanc à la presse. Et après, on venait coloriser et on venait aquaréliser ce dessin. Un peu voilà, comme une sorte de coloriage pour tout ce qui était herbier, tout ce qui était plantes, animaux et tout ça. Ce qu'on voyait dans les livres, c'était vraiment ce processus-là. Et j'aime bien venir m'inspirer de cette technique-là pour créer mes dessins. L'aquarelle reste un moyen d'expression préféré pour vous ? Pour sa légèreté, pour sa facilité, pourquoi? L'aquarelle, c'est vrai que c'est le seul médium de peinture que j'utilise depuis toujours. J'ai jamais essayé autre chose. L'aquarelle, ça a été comme une évidence. Alors déjà, parce que je voyageais beaucoup et je voyage encore beaucoup, du coup c'est très pratique. C'était une petite boîte comme ça qu'on met dans son sac et il vous suffit juste d'avoir un peu d'eau et après vous faites ce que vous voulez. Et puis après, il y a la finesse et il y a aussi ces couleurs un peu pastel comme ça qui sont passées. En parlant de voyage, vous aviez fait des voyages et vous avez édité des guides de voyage assez particulières comme des cartes de trésors en quelque sorte. Comment est né ce projet? Alors ça, c'est mon tout premier bébé. Oui. C'est vraiment le tout premier projet. En fait, j'avais envie, moi quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Et j'ai vraiment poussé des portes, des porches comme ça, pour aller voir ce qui se cachait derrière. Et je suis parti à la rencontre des artisans et des commerçants et des ateliers de Paris. Et c'est ces gens qui m'ont fait aimer Paris et qui m'ont fait aimer aussi l'artisanat parisien. J'ai voulu leur rendre hommage dans des sortes de cartes au trésor comme ça. Donc c'était un petit format passeport, ça s'appelait Bonjour Paris. Et à l'intérieur, au lieu de trouver, comme dans tous les guides, la Tour Eiffel ou le musée du Louvre, tout ça, on pouvait trouver des artisans. Et donc on pointait du doigt comme ça mes dessins, parce que chaque artisan était dessiné à l'aquarelle par moi. Et donc c'était visiter, découvrir Paris d'une autre manière, à travers les habitants, à travers les commerces, à travers tout ça. Amoureux de l'artisanat français, Marin Montagu lui rend hommage à travers chacune de ses créations, notamment l'art ancestral du papier marbré devenu la signature de son imaginaire. C'est ici que je viens sélectionner le papier marbré que j'utilise dans mes créations. Et après, on peut les retrouver sur les livres à secret. Et c'est du papier marbré qui est fait à la cuve, une technique qui était utilisée à l'époque au XVIIIe. Et c'est le papier en fait, qu'on retrouvait dans les livres, dans la reliure des livres du XVIIIe. Donc voilà, j'adore ces couleurs et j'adore le fait que chaque papier est unique. Chaque papier ne ressemble pas à son voisin. Et si aucun papier ne se ressemble, c'est que chaque pigment a été posé aléatoirement dans la cuve pour lui donner ensuite ce côté marbré qui fascine Marin. D'abord, on met un papier blanc comme ça, on le pose et vous le sortez. Et c'est vraiment comme de la magie. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai pris un cours une fois avec un marbreur. C'est vraiment étonnant. Donc voilà, moi, c'est le côté de l'artisanat français qui me met des étoiles dans les yeux, quoi. Même enthousiasme pour son fournisseur de peinture chez Charvin, avec lequel Marin a développé une boîte d'aquarelle de voyage et où l'artiste aime se rendre pour trouver l'inspiration comme un retour aux sources. On peut mettre l'eau à l'intérieur. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce petit écrin pour voyager, pour peindre dans n'importe quel endroit. C'est très pratique. Et j'ai toujours adoré les magasins, les échoppes de beaux-arts comme ça, avec toutes ces couleurs. Il y a un côté, je pense, qui rappelle aussi beaucoup l'enfance, quand on allait chercher un peu les accessoires d'école. J'aime ça, j'aime cet univers coloré de taches, de pigments.
Voilà, c'est la couleur, en fait, c'est la base primaire du début de tous mes dessins, en fait, donc c'est important. Vous avez fait de rencontres, notamment une très belle rencontre que vous avez faite parmi d'autres, c'est Inès de la Fressange. Oui. Est-ce que vous avez collaboré avec elle par la suite? Oui, Inès, c'est une grande amie et c'est une grande chance dans ma vie de l'avoir rencontrée. Je l'ai rencontrée quand j'avais 20-22 ans. Et donc tout de suite, il y a une sorte de coup de cœur, d'alchimie artistique. Et on a travaillé ensemble tout de suite, et alors que j'avais vraiment 22 ans et que je n'avais pas fait grand-chose. Et elle m'a donné la chance. Et donc ça, c'est un grand merci pour toujours, parce que sa générosité, c'est rare. À l'origine de tout ça, il y a quand même cet amour pour l'objet inutile de préférence. Pourquoi? Moi, l'objet, ça me fait vibrer, ça me raconte des histoires. Donc je passe beaucoup de temps dans les marchés aux puces, dans les brocantes et tout ça. Et c'est vrai que je sais pas, quand je vois un objet ancien, quand je crée un objet d'aujourd'hui dans mes ateliers à Paris, c'est la rencontre avec un objet, c'est la création, c'est donner vie à un objet. Et c'est, je pense aussi, s'émerveiller un peu, émerveiller son quotidien avec, comme vous dites, un objet qui peut sembler être inutile, mais qui fait que le matin, quand on va prendre une tasse dans son placard pour boire son café, ça va être un des premiers objets qu'on va voir. Et c'est pas désagréable de prendre plaisir avec quelque chose de beau à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Peter Mullier fait perdurer à sa manière l'esprit d'Azdine Alaya en jouant avec le travail minutieux et la beauté des lignes. Zoom dans En mode. Elle incarnait la force, la liberté et le désir et parcourait les rues comme un terrain de jeu qu'elle occupait avec la plus grande insouciance. C'est bien sûr la femme Alaya, en osmose totale avec un vêtement qui faisait tourner toutes les têtes. Mais qu'est-elle devenue au décès de son fondateur? Réponse avec Peter Mullier à la tête des collections depuis 2021. Marcher dans les pas d'Azzedine Alaya, c'est se confronter à l'un des derniers grands génies de son époque. Un couturier hors pair, aussi solaire que perfectionniste, dont la seule ambition était de rendre les femmes belles. Chez Alaya, le vêtement est au service du corps, jamais l'inverse. C'est avec cette idée en tête que Peter Mullier a pris le relais. Pour sa collection été-automne 2024, c'est donc sur la technique qu'il s'est concentré en développant des tissages de laine mérinos particulièrement sophistiqués. Robes, manteaux et pantalons ont été conçus à partir du même fil, déclinés dans des formes et dans des textures différentes. Un minutieux travail de développement pour un rendu d'une précision hors pair. À la fois souple et gainante, les matières traduisent un rapport fusionnel au corps, élément clé de la mode Alaya. Tout est une question de courbe, celle de la femme comme celle du vêtement qui se tisse autour d'elle. Qu'importe sa longueur ou sa couvrance, il devient alors comme un cocon intime et protecteur qui offre à celle qui le porte un supplément de force, un élan dynamique pour affronter le dehors. Cette notion d'intimité est au cœur de l'histoire d'Azzedine Alaya, celle qu'on entretient avec le tissu, mais aussi avec ses amis, ses proches et son atelier de couture mythique. Conscient que chercher à reproduire son style unique aurait été peine perdue, Peter Mullier est néanmoins resté fidèle à cet esprit collectif et à ce lien puissant entre la femme et son vêtement. On retrouve l'essence de la maison dans les formes ergonomiques, dans la souplesse des mailles, chez les mannequins qui respirent le naturel, cheveux lâchés et bijoux imposants. Tout est dans cette allure qui absorbe l'énergie d'une pièce, exubérante en léopard ou légère dans une robe à pois, elle dégage une puissance qui captive l'attention. Avec ce défilé, Peter Mullier tourne définitivement la page de la nostalgie pour écrire un nouveau chapitre. En s'emparant à sa manière des fondamentaux de la maison, il parvient à en retrouver l'essence et à la transposer dans le monde d'aujourd'hui.
Une preuve que l'esprit Alaya est encore bien vivant, toujours prêt à séduire, à innover et à laisser une marque indélébile sur son passage. Grâce au travail de la cire, la joaillière Fusako donne vie à sa mythologie, inspirée de la nature et des animaux, une plongée entre minutie et poésie. J'adore la création parce qu'on peut vraiment... c'est tout petit univers, minuscule, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut. Mes bijoux ressemblent complètement à moi. Créatrice de bijoux en argent et plaqué or dans le 18e arrondissement de Paris, Fusako Koike s'est reconvertie dans le monde de la bijouterie en 2008 en se rendant compte que ce qu'elle préférait faire sur ses pâtisseries, c'était les décorations. J'aimais bien tout ce qui est manuel, travail manuel. J'adore dessiner, j'adore faire la pâtisserie. D'ailleurs, c'était ma première passion. Et après, j'ai changé d'habit, j'ai changé complètement la direction. Donc j'ai commencé à faire des bijoux. Après un an de formation, elle se lance en autodidacte et s'inspire de la nature, de la mythologie grecque et des animaux pour réaliser des créations qui lui ressemblent. Moi, je travaille beaucoup en détail et que même des fois, les détails qu'on ne voit pas comme ça. Par exemple, ça, c'est une bague de tête de chat. Et le cou de chat et la patte. Derrière, vous avez coussinet qui est sculpté. Donc ça ne se voit pas de l'extérieur, mais la personne qui porte sait qu'il y a des détails qui se cachent. Pour réaliser ses bijoux, elle ne travaille pas de manière traditionnelle directement avec du métal. Pour elle, tout commence par une sculpture en cire. On part vraiment de rien, c'est des gouttes de cire. Quand on commence à une pièce, ça ressemble souvent à ça au début. Comme je fais beaucoup des animaux, je donne la naissance avec mes mains. Lorsqu'elle a une idée en tête, Fusako ne passe pas très longtemps à faire des croquis. Seulement quelques images d'inspiration et des dessins concis lui suffisent. Ce qu'elle aime, c'est travailler la matière. J'aime bien la cire parce qu'il y a un point commun, c'est un peu comme du chocolat. Donc ça fond, mais il faut respecter certaines températures. La cire permet de fabriquer vraiment la forme organique. Si on veut rajouter la matière, c'est très facile. On prend le stylo chauffant, donc je prends un petit morceau de cire fondue et je rajoute. La cire lui permet de faire des va-et-vient sur ses bijoux. Généralement, elle passe entre 3 ou 4 jours sur une maquette et scrute les moindres recoins. Après, une fois refroidi, on peut sculpter. Là, c'est... Donc c'est une matière très malléable. Il faut maîtriser, mais on peut créer beaucoup de textures différentes. L'autre avantage du travail de la cire, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour créer. L'outil plus important, c'est vraiment l'imagination qu'il faut. Je fonctionne avec vraiment minimum de choses. Ça, c'est un aiguille que j'ai un peu modifié au début. Il est déformé exprès pour que je puisse travailler vraiment le détail. Une fois qu'elle a terminé de sculpter sa pièce, elle l'envoie dans une fonderie parisienne qui crée un moule en plâtre dans lequel le métal est ensuite coulé. Et à chaque retour, c'est la même émotion de magie qui la traverse. Depuis que j'étais étudiante, j'ai jamais perdu cette plaisir de retrouver ma maquette qui devient en argent, en métal. Quand je récupère la fonte, c'est toujours, mais vraiment, je suis contente comme un enfant. Elle peut ensuite s'atteler aux dernières finitions, la pose éventuelle de pierres semi-précieuses et le polissage pour enfin donner vie à sa création. Celui-ci, c'est une bague de singe que j'ai nommée voleur. Parce que c'est un singe qui a volé un collier de perles orné d'un rubis.
Donc tout autour, il y a le collier. Mais moi, je travaille vraiment en bague, toutes les surfaces. Tout en détail et en finesse, les bijoux créés par Fusako racontent des histoires à la fois singulières et poétiques. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!